Le voile safran porte l'odeur de larmes de sa mère. Valeria Quentina a 19 ans et elle sent le poids écrasant du tissu sur son visage, entend à travers ses plis les voix d'une centaine d'invités venus assister à sa transformation. Elle peut sentir la bile amère qui lui brûle la gorge à l'approche de l'heure que toute femme romaine apprend à redouter plus que tout. Jusqu'à ce matin encore, elle était une fille de la Jean Valeria, protégée par l'autorité de son père, entourée par le foyer où elle a passé sa vie entière, jouissant des petites libertés, les femmes romaines non mariées connaissaient. Maintenant, elle se tient dans l'atrium de la maison paternelle, vêtue de la tunique qu'elle a tissée de ses propres mains, ses cheveux arrangés en 6 tresses de mariée, sa taille ceinte du nœud d'Hercule que seul son mari aura le droit de défaire, et elle compte chaque seconde qui la rapproche du crépuscule. Le crépuscule. C'est là que la procession funèbre commencera. Le crépuscule, c'est le moment où on l'arrachera à tout ce qu'elle a toujours connu. Le crépuscule, c'est quand elle sera livrée à Gaius Civilus Capio, l'homme qu'elle a rencontré pour la première fois il y a 3 semaines. Cet homme qui a 41 ans. Un homme qui a déjà enterré une épouse et qui, lors de leur unique rencontre, l'a dévisagée avec une expression qui lui a donné l'envie de disparaître de la surface de la terre. Sa mère se tient à ses côtés, ajustant le voile, murmurant des mots qui ressemblent à du réconfort, mais sonnent comme un terrible avertissement. « Ce sera fini au petit matin, dit sa mère. Tu dois rester immobile. Ne résiste surtout pas. Quoi qu'il arrive, tu dois l'endurer. Ce qui va arriver? » Les mains de sa mère s'immobilisent sur le tissu. Quand elle reprend la parole, sa voix porte le poids de l'expérience, le fardeau de sa propre nuit de noces des décennies plus tôt. Chaque nuit qui a suivi. Tu apprendras ce soir. Toutes les épouses apprennent. L'important, c'est d'y survivre. Et si je n'y survis pas? La question flotte dans l'air, aussi lourde que la fumée. Valeria a entendu. Les chuchotements, des fragments de conversation qui s'arrêtaient net dès qu'elle entrait dans une pièce. Des allusions que les femmes plus âgées échangeaient quand elles se croyaient à l'abri des regards. Elle sait que certaines épouses survivent pas à leur nuit de noces. Elle sait que quelque chose se produit dans la chambre nuptiale qui peut briser une femme, la meurtrir à jamais, la tuer. Mais elle ne sait pas exactement quoi. Sa mère ne répond pas « question ». Au lieu de cela, elle recule, examine sa fille une dernière fois et prononce les mots que les mères romaines disent à leurs filles depuis des générations. « Tu es magnifique. Ton mari a de la chance. » Ce n'est pas du réconfort. Cela n'a jamais été censé l'être. Dehors, dans la cour, le festin de mariage atteint son paroxysme. Le soleil effleure l'horizon. Et il reste à Valeria peut-être 3 heures à être la personne qu'elle a toujours été. Je vais vous raconter comment elle a passé ces dernières heures. Je vais vous dire ce qui s'est produit quand elles se sont achevées. Et je vais vous révéler la vérité sur la nuit de noces romaine. La vérité que Rome s'est efforcée de faire oublier au monde entier. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre a été systématiquement dissimulé pendant 2000 ans. Nous connaissons les mariages romains. Les musées exposent les artefacts. Les manuels décrivent les cérémonies. Les documentaires montrent des reconstitutions des processions, des rituels, célébrations qui marquaient la transition d'une femme d'un foyer à un autre. Mais ils ne montrent jamais ce qui se passait après la fin des cérémonies. Ils ne décrivent pas ce qui attendait les épouses dans la chambre à coucher. Ils n'expliquent pas pourquoi les femmes romaines parlaient de leur nuit de noces en chuchotant, pourquoi les mères pleuraient lorsque leurs filles se mariaient, pourquoi la prière la plus courante lors des mariages romains était simplement que l'épouse survive. Ce soir, vous découvrirez ce que les cérémonies cachaient. Vous apprendrez le rituel auquel chaque épouse romaine faisait face, ce rituel si central au mariage romain et si profondément troublant que même les Romains eux-mêmes préféraient ne pas en discuter ouvertement. Vous comprendrez pourquoi cette nuit était la nuit que les épouses romaines craignaient le plus. Abonnez-vous maintenant, car cette histoire va vous emmener là où les livres d'histoire se gardent bien d'aller. Commentez ci-dessous pour me dire d'où vous regardez et installez-vous, car le jour du mariage de Valeria est sur le point d'atteindre l'heure qu'elle redoute, et je vais vous raconter en détail ce que cette heure contenait. Mais d'abord, je dois vous avertir sur un point. Cette vidéo va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la civilisation romaine. Elle va vous montrer une facette de Rome qui n'apparaît pas dans les brochures, touristiques ou les épopées hollywoodiennes. Elle vous fera comprendre pourquoi certains aspects du mariage romain n'ont jamais été discutés ouvertement, jamais représentés dans l'art, jamais décrits dans la littérature qui a survécu. Certaines choses étaient trop importantes pour être ignorées et bien trop terribles pour qu'on s'en souvienne. La nuit de noces romaine était l'une d'elles.
Commençons par ce que Valyria savait et ce qu'elle ignorait. Alors que le soleil commençait sa descente, 3 heures avant le crépuscule, Valyria s'était retirée dans une petite pièce à l'écart de l'atrium, un débarras, suffisamment privé pour la conversation qu'elle devait avoir. Sa tante Cornelia l'y avait suivie, comprenant sans un mot ce dont sa nièce avait désespérément besoin. Cornelia avait 43 ans. Mariée à 19 ans, veuve à 26, elle avait refusé chaque demande en mariage au cours des 17 années qui avaient suivi. Quand on lui demandait pourquoi elle restait seule, elle donnait diverses raisons. Ses enfants, l'absence de parti convenable, sa dévotion aux devoirs religieux. Valyria soupçonnait une vérité bien plus simple. Cornelia avait connu le mariage. Elle n'avait aucune envie de revivre cette expérience. « Tu veux savoir ce qui se passe ce soir » dit Cornelia. Ce n'était pas une question. « Mère ne veut rien me dire. Les esclaves se taisent quand je les interroge. Tout le monde tourne autour du sujet, sans jamais l'aborder. » La voix de Valyria était stable, mais ses mains tremblaient. « Je dois savoir ce qui m'attend. Ce qui t'attend dépend entièrement de ton mari. Certains hommes... » Cornelia fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Certains hommes comprennent que leurs épouses sont terrifiées. Ils prennent leur temps. Ils essaient de rendre l'expérience moins destructrice. Et les autres hommes ? Les autres hommes ne comprennent pas, ou ne se soucient pas de comprendre. Ils voient la nuit de noces comme leur droit, un droit qu'ils ont acheté, un droit qu'ils comptent exercer pleinement, peu importe comment leur épouse le vit. Et Gaius, de quelle sorte est-il ? Je l'ignore. Sa première femme est morte après 4 ans de mariage. Elle tentait de lui donner un héritier. Sa mort ne révèle rien des ténèbres de leur intimité. Cornelia s'approcha, sa voix se faisant plus basse, presque un murmure. Mais je peux te dire ce que la nuit de noces implique, ce qui se passe réellement dans cette chambre. Ce à quoi tu dois te préparer, je t'en supplie. Ce que Cornelia lui a dévoilé a duré près d'1 heure. Elle lui a décrit les réalités physiques brutales, ce qu'un mari attendrait d'elle, ce qu'une épouse était tenue de fournir, ce que l'expérience impliquait typiquement pour une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Elle expliqua les réalités juridiques. Le corps d'une épouse appartenait à son mari selon la loi romaine, que le refus n'était pas seulement découragé, mais en réalité impossible. Que les conséquences de la résistance pouvaient aller des coups au divorce, jusqu'à des issues dont personne ne parlait jamais à voix haute. Elle expliqua les stratégies de survie. Comment rendre l'expérience moins douloureuse? Comment paraître consentante, même en étant terrifiée? Comment donner l'impression de soumission que certains hommes exigeaient avant de modérer leur comportement? Et elle expliqua autre chose, une chose qui resterait gravée en Valyria pour le reste de sa vie. La nuit de noces n'est pas la fin, dit Cornelia. C'est le commencement. Ce qui se passera ce soir se reproduira demain soir, et la nuit d'après. Et chaque nuit où ton mari choisira d'exercer ses droits. Les femmes qui survivent sont celles qui apprennent à gérer cela, qui apprennent à se créer de minuscules espaces d'autonomie au sein d'une impuissance totale, qui apprennent à endurer ce qui ne peut être évité. Comment peut-on gérer une telle chose? Comprenant que ton mari n'est pas un monstre, il est simplement un homme romain, un homme qui croit avoir certains droits, qui a été élevé pour exercer ses droits et qui ne voit rien de mal dans ce qu'il fait. Tu ne peux pas changer ce qu'il croit, tu ne peux qu'influencer la manière dont il agit selon ses croyances. L'influencer? Comment? En lui étant utile, de manière à ce qu'il accorde de la valeur à ton bien-être, en lui donnant des fils, ce qui assure ta position, en gérant sa maison avec efficacité, ce qui le rend dépendant de ta compétence, en étant une compagnie agréable, ce qui lui fait préférer ta présence à ton absence. La voix de Cornelia devint aussi dure que l'acier. En te rendant si précieuse qu'il ne pourra t'abîmer à la légère, cela revient à devenir sa servante. C'est exactement ce dont il s'agit. Le mariage romain est une forme de servitude. La cérémonie de ce soir te transfère simplement de la servitude de ton père à celle de ton mari. La seule véritable question est de savoir quel genre de service tu fourniras et la manière dont tu seras traité en l'accomplissant. Et si je de refuser, si je résiste, alors tu seras contrainte par la force, et cette violence sera bien pire que la soumission, et tu finiras quand même par le servir, mais tu auras en plus gagné sa colère dans cette épreuve. Cornelia saisit les mains de Valyria. Je ne te dis pas ça pour t'effrayer, mais pour t'armer. Je te le dis parce que la connaissance est la seule et unique arme que tu possèdes. Les femmes qui entrent dans leur nuit de noces ignorantes sont celles qui risquent le plus d'être anéanties par cette épreuve. Toi, tu ne seras pas ignorante. Tu seras préparée. Préparée à quoi précisément? Préparée à la douleur. Préparée à la terreur.
préparé à cet instant où tu réaliseras que ton corps ne t'appartient plus et qu'il ne t'appartiendra jamais de nouveau. La poigne de Cornelia se resserra. Et préparé à y survivre, à te réveiller demain matin pour commencer. À apprendre comment exister au sein de ce mariage. Voilà ce que je désire pour toi, et non le bonheur. Le bonheur n'est pas une option. La survie, voilà tout. Valyria encaissa ces paroles. Une conversation venait de confirmer ses pires craintes, tout en lui offrant une chose qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Des informations, une stratégie, l'esquisse d'un plan. Merci, dit-elle. Ne me remercie pas, remercie-moi. Dans 20 ans, si tu es toujours en vie et que tu as trouvé un moyen quelconque de rendre ton existence supportable. Cornelia relâcha ses mains. Maintenant, retourne au festin. Souris à tes invités. Laisse. Ton époux, voir une femme gracieuse et parfaitement maîtresse d'elle-même. La représentation commence maintenant. Et elle ne prendra fin que lorsque l'un de vous deux mourra. Laissez-moi m'arrêter ici pour éclaircir un point sur le mariage romain. Car, sans comprendre le système, il est impossible de saisir ce à quoi Valyria était confrontée. Le mariage romain n'était pas un partenariat entre égaux. Ce n'était pas une union romantique. Ce n'était même pas, au sens où nous l'entendrions, un arrangement familial. Le mariage romain était un transfert de propriété. Selon la loi romaine, une fille appartenait à son père. Elle était sous son autorité, sa patria potestas, de sa naissance jusqu'à sa mort ou son mariage. Il contrôlait ses biens, il contrôlait ses déplacements, il contrôlait son corps. Durant les premières périodes de l'histoire romaine, il décidait même de sa vie ou de sa mort. Quand une fille se mariait, cette autorité était transférée à son mari. Les mécanismes juridiques spécifiques variaient selon le type de mariage, mais la réalité pratique restait la même. Une femme mariée était soumise au contrôle de son époux en toutes choses, absolument toutes. Son travail lui appartenait, sa fertilité lui appartenait, son obéissance lui appartenait et son corps, sa personne physique, ce que nous nommerions aujourd'hui son intégrité corporelle, lui appartenait de manière absolue. Ceci n'est pas une interprétation, ce n'est pas une projection moderne sur des sources anciennes. C'est ce que les textes juridiques romains énoncent explicitement. Un mari avait une autorité complète sur le corps de sa femme. Il pouvait user de ce corps comme bon lui semblait. Son consentement n'était pas requis, car le concept même de consentement au sein du mariage n'existait pas. Ce que nous qualifierions de violation, il l'appelait l'exercice des droits maritaux. La cérémonie de mariage officialisait transfert de propriété. Les rituels qui semblent charmants dans les reconstitutions de musées, l'union des mains, l'échange de vœux, la procession vers le nouveau foyer, étaient des procédures légales qui déplaçaient la propriété d'un être humain, d'un homme à un autre. Et la nuit de noces était le moment où le nouveau propriétaire prenait possession. Tel est le contexte dont vous avez besoin. C'est ce que Valyria avait compris. C'est pourquoi sa mère lui a conseillé de survivre plutôt que de profiter. Pourquoi sa tante lui a donné des stratégies d'endurance plutôt que des conseils pour le bonheur. La nuit de noces romaine n'était pas un commencement. C'était une prise de possession. Et la femme qui était réclamée n'avait aucun pouvoir pour l'empêcher, aucun droit de la refuser, aucun recours si cela la détruisait. Elle ne pouvait que l'endurer et espérer survivre. 2 heures avant le crépuscule, Valyria retourna au banquet de mariage, son visage figé dans une expression de bonheur serein que l'on attendait des jeunes mariés. Personne en la regardant n'aurait pu deviner la conversation qu'elle venait d'avoir, les peurs qui grondaient sous la surface, les préparatifs qu'elle élaborait dans son esprit. Elle observait son futur mari à l'autre bout de la pièce. Gas Curvelius Capio était en pleine discussion avec son père, réglant, supposait-elle, les derniers détails du transfert de biens qui accompagnerait son propre transfert. La dot, le règlement, les arrangements juridiques allaient régir leur union. Il avait 41 ans. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Son visage était marqué par les décennies de la vie romaine, les manœuvres politiques, les affaires commerciales, le service militaire dans sa jeunesse. Il n'était pas laid, mais il n'était pas non plus le jeune homme que les filles rêvent d'épouser. C'était un Romain d'un certain âge qui avait besoin d'une épouse. La première femme n'avait pas réussi à lui donner un héritier avant de mourir, qui avait jugé la famille de Valyria appropriée et Valyria elle-même acceptable. Elle tenta de déchiffrer son caractère sur son visage, ses gestes, dans sa manière d'interagir avec les hommes autour de lui. Était-il le genre d'homme qui serait prévenant, comme sa tante l'avait dit,
Ou appartenait-il à l'autre catégorie? Elle ne pouvait pas le dire. Les masques sociaux que les hommes romains portaient en public étaient trop parfaits, trop rodés. Ce qui se passait en privé, ce qui se passait dans les chambres à coucher, derrière les portes closes, était invisible de l'extérieur. Elle allait l'apprendre cette nuit. D'une manière ou d'une autre, elle l'apprendrait. Sa mère apparut à ses côtés. « Tu as parlé avec Cornelia ?» Ce n'était pas une question. Dans une maison romaine, rien ne passait inaperçu. « Oui. Elle t'a dit à quoi t'attendre. Elle m'a dit ce qu'elle pouvait. » Sa mère resta silencieuse un instant. Quand elle reprit la parole, sa voix portait une chose que Valyria n'avait jamais entendue. Quelque chose de brut, de personnel. « J'avais 19 ans quand j'ai épousé ton père. Je n'avais pas de Cornelia pour me préparer. J'ai abordé ma nuit de noces sans rien savoir, sauf que j'étais terrifié. » Elle fit une pause. « J'ai survécu. Survivra aussi. Notre famille survit toujours. C'est ce que nous faisons. Est-ce que père... » Valyria hésita. « A-t-il été prévenant? Ton père a été ce qu'il était, ce que tous les hommes romains sont. Il a exercé ses droits. J'ai accompli mes devoirs. Nous avons bâti un foyer ensemble, élevé des enfants ensemble, créé une vie qui fonctionne. » La voix de sa mère était d'une neutralité étudiée. Voilà ce qu'est le mariage. Ce que tu espères. Quelle que soit la fantaisie de douceur ou de romance que tu pourrais encore nourrir, abandonne-la maintenant. Cela ne fera que rendre cette nuit plus difficile. Je n'espère plus rien. J'essaye de me préparer. Bien. La préparation est tout ce que tu possèdes. Sa mère lui toucha le visage. Un geste bref, presque tendre. Je serai au seuil de ta nouvelle demeure. Le rituel exige ma présence lorsqu'ils te porteront à l'intérieur. Mais après cela, après que la porte se sera refermée, tu seras seul. Quoi qu'il arrive dans cette pièce, personne ne t'aidera. Personne ne le peut. Comprends-tu? Je comprends. Alors tu es aussi prête que tu peux l'être. Le reste dépend de ton mari et des dieux qui vous observent. Elle s'éloigna, retourna à ses devoirs d'hôtesse. Valyria la regarda partir, voyant sa mère différemment de ce qu'elle avait vu auparavant. Pas seulement comme une mère, mais comme une femme qui avait enduré ce que Valyria s'apprêtait à endurer, qui y avait survécu, qui avait bâti une vie autour de ses conséquences. Chaque femme mariée que Valyria connaissait portait cette histoire en elle. Chacune d'entre elles avait affronté une nuit de noces. Chacune d'entre elles dissimulait ce qui s'était passé derrière leur visage romain impassible. Le silence qui entourait le sujet n'était pas un mystère. C'était un traumatisme collectif, enfoui si profondément que le simple fait d'en parler était devenu presque impossible. Cette nuit, Valyria allait les rejoindre. 1 heure avant le coucher du soleil, préparatifs pour la procession commençaient. Des esclaves s'activaient dans la maison, allumant les torches qui illumineraient le trajet de la maison de son père à celle de son mari. Les musiciens rassemblaient leurs instruments. Les invités qui accompagneraient la procession finissaient leur vin, se préparant au divertissement que la partie publique de la cérémonie allait offrir. Valyria fut conduite dans une petite chambre où les ultimes préparatifs seraient achevés. La pronuba, la matrone d'honneur, une femme mariée dont le propre mariage avait été assez réussi pour justifier sa présence, auspicious, apporta les dernières touches sinistres à la parure de Valyria. Le voile couleur de flamme fut ajusté sur son visage. La couronne de fleurs fut solidement fixée. On vérifia une dernière fois le nœud à sa taille, s'assurant qu'il était noué à la perfection. « Tu connais la signification de ce nœud, » dit la pronuba, sa voix dénuée d'émotion. « Seul mon époux peut le défaire. » Seul ton époux le défera cette nuit, en effet. Mais après ce soir, ce nœud deviendra un symbole, un rappel constant. Que tu es sienne et qu'il est tien. Elle s'interrompit, se ravisant. Que tu lui appartiens. Que ton corps est à sa disposition, un objet qu'il peut utiliser comme bon lui semble. Un rappel que tu porteras chaque jour, jusqu'à ce que tu lui donnes des fils. Et que ta position soit enfin assurée. Alors seulement, ces rappels deviendront moins nécessaires. La pronuba termina ses ajustements et recula d'un pas. Tu es prête, aussi prête qu'une mariée puisse l'être. Comment était votre nuit de noces? La question s'échappa des lèvres de Valyria avant qu'elle ne puisse la retenir. L'expression de la pronuba vacilla, surprise. Puis son visage se ferma. Ma nuit de noces a eu lieu il y a 23 ans. J'ai choisi de m'en souvenir. Le moins possible, dit-elle en se redressant. Et c'est le conseil que je te donne, pour ce qu'il vaut. Survis à cette nuit. Ensuite, choisis ce dont tu te souviendras et ce que tu oublieras. L'oubli
et parfois plus crucial encore que la survie. Sur ces mots, elle partit prendre sa place dans la procession. Valeria était désormais seule. Par la fenêtre, elle voyait le soleil frôler l'horizon. La lumière devenait dorée, puis orangée. L'heure qu'elle redoutait tant était presque arrivée. Elle songea au conseil de sa tante, aux paroles de sa mère, et à la suggestion de la Pronuba, que l'oubli pourrait être aussi vital que la survie. Elle pensa à l'homme qui l'attendait, l'homme qui posséderait son corps avant la fin de la nuit, cet homme qu'elle connaissait à peine, et qui déterminerait par ses actions dans la chambre nuptiale la nature de son mariage. Elle pensa à toutes les femmes qui avaient affronté cela avant elle, des générations de mariées romaines qui s'étaient tenues là où elles se tenaient, ressentant ce qu'elles ressentaient, craignant ce qu'elles craignaient. Certaines avaient survécu, d'autres non. Elle était bien décidée à survivre. La porte s'ouvrit. Un serviteur annonça que le cortège était prêt. Valeria prit une profonde inspiration, ajusta son voile et s'avança pour rencontrer son destin. La procession était à la fois magnifique et terrifiante. Les torches crépitaient dans le ciel qui s'assombrissait. Les musiciens jouaient les mélodies traditionnelles qui avaient accompagné les épouses romaines depuis des siècles. Les invités riaient, chantaient et lançaient les plaisanteries d'usage, qui étaient jugées appropriées pour de telles occasions. Les plaisanteries étaient d'une crudité effroyable. Elles évoquaient ce qui se passerait à la fin du cortège, ce que l'époux ferait, comment la mariée réagirait, quel son la maisonnée pourrait entendre à travers les murs. Les Romains considéraient cet humour comme normal, voire même nécessaire. Ces blagues reconnaissaient ce que tous savaient inévitable, tout en le faisant paraître banal, naturel, sans aucune honte. Valeria avançait au milieu de tout cela comme dans un cauchemar éveillé. 2 jeunes garçons l'encadraient, symbole des enfants qu'elle était censée engendrer. Derrière elle, des esclaves portaient sa dos et ses biens personnels. Devant, les porteurs de torches éclairaient le chemin vers sa nouvelle demeure, et à ses côtés marchait son époux. Gaius Servilius lui avait à peine adressé la parole durant les cérémonies du mariage. Il avait joué son rôle à la perfection, prononçant les vœux, accomplissant les sacrifices, respectant tous les aspects formels exigés par la loi romaine. Mais son esprit était ailleurs, concentré sur les implications politiques de cette union, sur les accords commerciaux qui l'accompagnaient. Marchant désormais à ses côtés dans les rues illuminées par les torches, il la regardait parfois. Elle ne pouvait déchiffrer son expression sous le masque formel qu'il arborait. Le cortège serpentait à travers les rues de Rome, passant devant des temples et des places publiques, suivant un itinéraire dicté par la tradition. Les gens criaient depuis leurs fenêtres et le portes. Certains offraient des bénédictions, d'autres des plaisanteries obscènes. D'autres encore observaient simplement le spectacle d'une nouvelle épouse livrée à un nouveau mari. La marche était assez longue pour que Valeria sente le poids de chaque pas. Assez longue pour qu'elle enregistre les visages dans la foule, les flammes dansantes des torches, la musique qui semblait se moquer d'elle par sa gaieté. Assez longue pour qu'elle comprenne, dans sa chair comme dans son esprit, que chaque pas l'éloignait de la vie qu'elle avait connue et la rapprochait de celle à laquelle elle devrait survivre. La procession arriva enfin devant la maison de Gaius Servilius Caepio. Le rituel du seuil commença alors. Il faut que je vous parle de ce rituel, car il révèle quelque chose d'essentiel sur la signification de la nuit de noces. Une épouse romaine ne pénétrait pas dans sa nouvelle demeure. On la portait. Plus précisément, on la soulevait par-dessus le seuil, sans jamais lui permettre de le toucher, sans jamais la laisser entrer par ses propres moyens. Les serviteurs qui la soulevaient accomplissaient un rituel qui remontait aux origines de Rome. Un rituel qui commémorait un événement que les Romains eux-mêmes avaient du mal à évoquer directement. La justification la plus courante, même à l'époque romaine, était que ce rituel rappelait l'histoire des Sabines, cet enlèvement de masse par lequel la Rome primitive avait acquis des épouses pour sa première génération d'hommes. Selon cette tradition, les premières mariées romaines avaient été emmenées de force dans la demeure de leur mari. Le rituel du seuil rejouait cet instant, rappelant à tous les témoins que le mariage commençait par une prise, une revendication, l'affirmation du pouvoir masculin sur l'autonomie féminine. D'autres explications existaient. Certains disaient que le rituel empêchait le mauvais présage d'une mariée qui trébuche. D'autres, qu'il représentait la réticence de l'épouse à quitter sa vie de jeune fille. D'autres encore, que ce n'était qu'une simple tradition, dont le sens originel avait été oublié. Mais le message était clair, quelle que soit l'explication. Une épouse ne choisissait pas d'entrer dans la maison de son mari. Elle était livrée, elle était portée,
Elle était déposée à l'intérieur, comme une propriété que l'on range à sa place. Valeria fut soulevée par des hommes robustes, habitués à cette tâche, et fut portée à travers la porte de la maison qui serait à la fois sa prison et son refuge pour le reste de sa vie. On le déposa dans l'atrium. Son mari l'attendait. Les rituels domestiques qui suivirent visaient à établir la nouvelle position de Valeria, à formaliser sa transition de fille à épouse, de propriété de son père à propriété de son mari. On lui présenta le feu et l'eau. Ces éléments symbolisaient ses nouveaux devoirs domestiques. Elle devrait entretenir le foyer, gérer la maison, superviser les provisions qui assuraient son fonctionnement. Le rôle d'une épouse romaine était le service, et ces symboles le lui rappelaient cruellement. Elle fut conduite jusqu'à l'autel familial, où elle fit des offrandes aux dieux protégeant cette demeure. On lui présenta les esclaves de la maison qui serviraient sous ses ordres. On lui montra les zones où elle travaillerait, les pièces qu'elle gérerait, les espaces qui définiraient son existence quotidienne. Et elle prononça les mots « Où tu es, Gaius, je suis Gaïa ». La formule était ancienne. Elle signifiait qu'elle n'avait plus d'identité propre en dehors de son mari, que son propre nom était absorbé par le sien, que la personne qu'elle avait été, Valeria Quintina, fille de l'agent Valeria, était dissoute pour devenir quelqu'un de nouveau, l'épouse de Gaius Servilius Caepio, une femme entièrement définie par sa relation avec l'homme qui la possédait. Les invités applaudirent, le vin coula à flots, des bénédictions furent offertes, et puis arriva l'instant vers lequel tous les rituels avaient convergé. La Pronuba prit la main de Valeria. « Il est temps, dit-elle. » La chambre nuptiale avait été préparée selon la tradition. Lectus genialis, le lit conjugal, se dressait contre le mur, orné de fleurs et de tissus précieux. Des lampes à huile projetaient une lumière douce qui ne parvenait pas à masquer la fonction de la pièce. De l'encens brûlait dans les présents coins, emplissant l'air d'une odeur lourde et sucrée. Valeria se tenait au centre de la pièce, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. La Pronuba l'aida à retirer ses vêtements extérieurs. Pas tous. Elle garderait la tunica recta, la robe qu'elle avait tissée elle-même, jusqu'à ce que son mari la lui enlève. Mais le voile fut soulevé. La couronne fut mise de côté. Les ornements qu'il avait, marqués comme une mariée, furent retirés un par un. « Je serai juste dehors, dit la Pronuba, jusqu'à ce que j'entende. » Elle s'arrêta. « Jusqu'à ce que je sache que le mariage a été consommé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, avant cela, appelle-moi. » De quoi pourrais-je bien avoir besoin? Le visage de la Pronuba ne trahit rien. Probablement de rien, la plupart des nuits de noces se passent sans incident. Mais si quelque chose arrive, si tu as besoin, en cas de besoin, je serai là. Ces mots n'avaient rien de réconfortant. Ils ne faisaient que confirmer qu'un incident pouvait survenir, que les épouses requéraient parfois une assistance, que la femme qui attendait au dehors anticipait la possibilité d'une crise imminente. La Pronuba se retira. Valeria était désormais seule dans cette chambre où tout allait basculer. Elle ne disposait que de quelques minutes avant l'arrivée de son mari. Elle les mit à profit pour se préparer, pour se remémorer les conseils de sa tante, pour maîtriser le rythme de sa respiration, et pour arborer cette expression de soumission consentie qui pourrait rendre le supplice à venir légèrement plus supportable. La porte s'ouvrit. Gaius Servilius. Scipion pénétra dans la chambre nuptiale, qui était à présent sous son unique commandement. Il avait retiré sa toge d'apparat, il ne portait plus qu'une tunique ample, simple, facile à ôter. Dans sa main, il tenait une coupe de vin, termina d'un trait en entrant. Son regard se posa sur elle. Elle soutint son regard un très long moment. Aucun mot ne fut échangé. Puis, il s'avança vers elle, déposa la coupe vide et se mit à tourner autour d'elle, l'examinant lentement, sous tous les angles, tel un marchand évaluant la marchandise qu'il venait d'acquérir. « Vous êtes effrayée » déclara-t-il. « Oui, c'est tout à fait normal. Toutes les épouses sont effrayées lors de leur nuit de noces. » Sa voix était neutre, factuelle, ni cruelle, ni même bienveillante. « Je vais vous dire exactement ce qui va se passer maintenant. Vous allez retirer votre tunique. J'examinerai ce que j'ai acquis. Ensuite, je réclamerai mes droits en tant que votre époux. Avez-vous bien compris? Oui? Parfait. Commencez. » Elle porta la main au nœud d'Hercule qui saignait sa taille. Ce nœud que sa propre mère avait noué le matin même. Ce nœud que seul son mari était autorisé à défaire. « Arrêtez !» Il se rapprocha encore davantage. « C'est moi qui vais le faire. » Ses mains remplacèrent les siennes. Il travailla le nœud avec lenteur, prenant tout son temps, savourant pleinement cet instant.
Il céda en quelques secondes. La tunique se desserra. Il la fit glisser de ses épaules. Elle tomba au sol, dans un bruit mat. Elle était entièrement exposée devant lui. Il tourna de nouveau autour d'elle, ses yeux parcourant son corps avec la minutie d'un inspecteur passant en revue son inventaire. Ses mains la touchèrent. Par moments, son épaule, sa hanche, son dos. Des attouchements cliniques qui évaluaient bien plus qu'ils ne caressaient. « Vous êtes acceptable, dit-il finalement, saine, bien formée et apte à porter. » Retira sa propre tunique. Il s'approcha du lit, et ce qui se produisit ensuite fut précisément ce que sa tante avait décrit, ce à quoi sa mère avait fait allusion, ce que chaque épouse romaine apprenait lors de sa nuit de noces. Je ne veux pas vous décrire les détails de ce qui est survenu dans cette chambre. Je ne vais pas le faire, car les détails en eux-mêmes n'ont aucune importance. Ils variaient d'un mariage à l'autre, d'un époux à un autre, d'une nuit de noces à l'autre. Certains hommes étaient brutaux, d'autres simplement pragmatiques. Quelques-uns, une infime minorité, étaient sincèrement tendres. Mais la réalité fondamentale demeurait la même. Quels que soient les détails, une femme qui n'avait jamais connu d'homme était contrainte de se soumettre à l'un d'eux. Un corps qui lui avait appartenu devenait une propriété dont on pouvait user. Une personne qui avait été protégée en tant que fille devenait disponible en tant qu'épouse, et elle n'avait aucun pouvoir pour empêcher quoi que ce soit. Valeria vécut ce que toutes les épouses romaines vivaient. Elle ressentit ce qu'elles ressentaient toutes. Elle comprit dans sa chair et son clu, esprit ce que signifiait d'être revendiquée comme une possession. C'était un supplice. On l'avait prévenu que ce serait douloureux, et ce le fut. La réalité physique de l'acte de son mari, de ce que la loi romaine lui donnait le droit absolu de faire, fut une souffrance qu'elle n'aurait jamais pu pleinement imaginer, en dépit des avertissements. Mais elle se souvint des conseils de sa tante. Elle n'opposa aucune résistance. Elle se fit aussi immobile que possible, aussi docile que possible. Elle joua la comédie de l'acceptation que sa tante lui avait recommandée pour modérer le comportement de son mari. Si cela fonctionna, elle ne saurait le dire. Si Gaius Servilius se montrait, prévenant ou non, elle ne possédait aucun point de comparaison. Elle savait seulement que cela se produisait, qu'elle l'endurait, et que chaque instant qui passait la rapprochait de la fin de cette terrible épreuve. Ce fut terminé plus tôt qu'elle ne l'avait craint. Son mari avait fini. Il se retira. Il se releva du lit et attrapa sa tunique. « Vous dormirez ici cette nuit, dit-il. Demain, l'intendante commencera à vous instruire de vos devoirs. Vous apprendrez vite. Je ne tolère aucune incompétence dans ma maisonnée. » « Oui, mon époux. » Il quitta la chambre. Elle resta allongée là où il l'avait laissée, sentant la douleur sourde qui irradiait dans tout son corps, sentant la preuve de ce qui s'était passé s'étendre sous elle, sentant les larmes qu'elle s'était interdite de verser s'échapper enfin et couler lentement le long de ses tempes. C'était fini. Elle avait survécu à sa nuit de noces. Mais survivre à une seule nuit, elle le comprenait désormais, ne signifiait pas survivre à ce qui suivrait. Cela allait se reproduire, demain soir et le soir d'après, et chaque nuit où son mari choisirait d'exercer ses droits sur elle. La nuit de noces n'était pas la fin de son calvaire. C'était le commencement d'une vie dans laquelle elle devrait apprendre à naviguer. La première étape était de survivre à la nuit. La seconde étape était de traverser la matinée. Tout le reste suivrait son cours. Le matin se leva. Valeria se leva du lit qui portait encore les preuves de ce qui s'était produit. Elle fit sa toilette du mieux qu'elle put, avec l'eau et les linges laissés à cet effet. Elle revêtit les vêtements de matrone qui avaient été préparés, des habits de femme mariée, désormais, et non plus de jeune fille, qui reflétaient son changement de statut. Elle s'examina dans le miroir de bronze poli qui était accroché au mur. Elle avait le même visage. Étrangement, cela la surprit profondément. Elle s'était attendue à paraître différente, à porter les marques visibles et indélébiles de sa transformation. Mais son visage était le même que celui qu'elle avait toujours connu. Elle seule savait ce qui avait changé, ce qui lui avait été dérobé, ce qu'elle avait appris dans les ténèbres depuis le coucher du soleil. Elle sortit de la chambre pour affronter sa nouvelle vie. L'intendante l'attendait. Son nom était Tersa, une affranchie qui dirigeait la maisonnée de Gaius Servilius depuis 18 longues années. À travers son premier mariage et ses suites tragiques, à travers les années de recherche d'une nouvelle épouse et les préparatifs de ses noces, Tersa regarda Valeria avec une expression contenant quelque chose d'inattendu, de la reconnaissance. « Vous avez survécu, dit Tersa. »« Oui. »« Bien. Je n'étais pas certaine que vous y parviendriez. Le maître peut se montrer... » Elle marqua une pause, choisissant ces mots avec le plus grand soin. « Le maître est exigeant.
Sa première épouse le trouvait difficile à gérer. Elle n'a pas appris assez vite. Que lui est-il donc arrivé? Elle a tenté de lui donner un héritier, 5 fois. En 4 ans, elle a essayé. La 5e tentative l'a tué. La voix de Tersa était neutre, purement informative. Elle n'était pas assez forte. J'espère que vous l'êtes davantage. Moi aussi. La force peut s'apprendre. La stratégie, elle, peut s'enseigner. Venez, je vais vous montrer la demeure. D'ici le retour du maître ce soir, vous aurez compris comment cette maison fonctionne. Et vous commencerez à apprendre. Comment la faire fonctionner de manière à vous protéger? Me protéger? Comment cela? En vous rendant absolument indispensable. En gérant cette maison avec une telle efficacité que le maître deviendra dépendant de votre compétence. En vous montrant utile, de sorte qu'il hésitera à vous nuire sans réelle nécessité. Tersa se mit en marche, s'attendant à ce que Valiria la suive sans un mot. Sa première épouse n'a pas compris cette règle. Elle pensait que lui plaire dans la chambre à coucher était suffisant. Cela n'est jamais suffisant. Vous devez lui plaire en toutes choses. Vous devez vous rendre précieuse. Les choses de grande valeur sont toujours mieux traitées que celles que l'on peut remplacer facilement. C'était exactement le même conseil que sa tante lui avait donné, mais formulé avec des mots différents. Valiria commençait à comprendre que ce savoir, stratégie de survie, se transmettait de femme en femme à travers toute la société romaine. Un enseignement secret et informel, essentiel pour naviguer au sein de mariages que l'éducation formelle des femmes romaines n'abordait jamais. « Apprenez-moi, dit-elle. C'est bien mon intention. J'ai déjà assisté à la mort d'une maîtresse par pure ignorance. Je ne souhaite pas en accompagner une seconde. » Tersa la guida à travers la maison, lui désignant les pièces et expliquant leurs fonctions. « Soyez attentive, apprenez vite. La patience du maître est très limitée et ses attentes sont immenses. Votre véritable éducation commence maintenant. » Les semaines qui suivirent furent une intense formation à la survie. Valiria apprit à déceler les habitudes de son mari. Elle apprit quand il était le plus susceptible de visiter sa chambre et quand il la laisserait probablement en paix. Elle apprit ce qui le mettait de bonne humeur, des transactions commerciales fructueuses, des nouvelles politiques favorables. Et ce qui le mettait de mauvaise humeur, les revers financiers, les affronts sociaux. Elle apprit à décrypter ses expressions, à savoir comment anticiper ses moindres désirs et comment se forger l'image d'une épouse compétente et soumise. Elle apprit à diriger la maison, mémorisant les noms et les devoirs de chaque esclave, la gestion des comptes et des provisions, assimilant les rythmes quotidiens qui assuraient le fonctionnement d'un foyer romain. Elle se découvrit un véritable talent pour l'organisation, un don qui allégeait la tâche de Tersa et lui valut le respect distant de l'affranchi. Elle apprit ensuite à manipuler son mari. Elle comprit qu'en paraissant consentante, elle réduisait la fréquence de ses visites nocturnes. Il semblait tirer plus de plaisir de la revendication de ses droits que de leur exercice effectif. Elle comprit qu'en louant son jugement, elle l'incitait à prendre en compte ses propres opinions. Elle comprit que de menus services, devançant ses besoins avant, même qu'il ne les exprime, se cumulaient pour former quelque chose qui pourrait un jour ressembler à de l'influence. Enfin, elle apprit à maîtriser ses propres émotions. Les nuits ne devinrent jamais plaisantes, elles ne devinrent jamais confortables, mais elles se transformèrent en épreuves surmontables, qu'elle pouvait endurer sans se briser, dont elle pouvait se remettre, qu'elle pouvait isoler dans un recoin de son esprit pour qu'elle n'empoisonne pas chacune de ses heures d'éveil. Elle comprit enfin ce que la Pronuba avait voulu dire en parlant de choisir quoi se souvenir et quoi oublier. 3 mois après son mariage, ses règles s'arrêtèrent. 2 mois plus tard, sa grossesse fut confirmée. Et là, je dois m'arrêter pour vous expliquer ce que la grossesse signifiait pour une femme romaine. Car c'était à la fois le plus grand danger et la plus grande chance qu'une épouse romaine pouvait affronter. Le plus grand danger, car l'accouchement était un acte mortel. La médecine romaine ignorait tout de l'infection, était incapable de gérer les naissances compliquées et ne possédait aucun outil pour les urgences, que la médecine moderne traite avec une facilité déconcertante. Les femmes mouraient en couche avec une effroyable fréquence. Peut-être qu'une naissance sur 50 se soldait par la mort de la mère, voire davantage. Les jeunes mères couraient des risques encore plus élevés, leur corps n'étant parfois pas totalement prêt pour les exigences de la grossesse et du travail. Une épouse romaine qui tombait enceinte savait pertinemment qu'elle risquait de ne pas survivre à l'épreuve. Elle savait que l'acte imposé par son mari, dans la chambre à coucher, pouvait déclencher un processus qui la tuerait. Et elle n'avait aucun moyen d'empêcher la conception,
Aucun mot à dire sur le moment où elle devrait affronter ce péril. Mais la grossesse était aussi sa plus grande opportunité. Une épouse qui donnait naissance à un fils assurait définitivement sa position. Elle avait fourni ce pourquoi le mariage romain existait, un héritier, la continuation de la lignée familiale, la preuve ultime que l'union était féconde. Une épouse avec des fils ne pouvait être répudiée facilement. Une épouse avec des fils possédait un levier qu'une femme sans enfant ne pourrait jamais espérer. Voilà le calcul que chaque femme romaine devait faire. Le danger de la grossesse était tangible. L'opportunité d'une maternité réussie l'était tout autant. Et il n'y avait aucun moyen d'obtenir l'un sans affronter l'autre. Valeria comprenait parfaitement ce calcul. Elle savait que sa grossesse était à la fois une menace pour sa vie et une transformation potentielle de son statut. Elle réalisait que les prochains mois allaient absolument tout déterminer quant à son avenir dans ce mariage. Sa survie, celle de l'enfant et le sexe de ce dernier, tout reposait sur des événements qu'elle ne pouvait contrôler. La grossesse se déroula sans accroc. Le corps de Valeria changea selon les prévisions et les connaissances de la médecine romaine. Ses tâches domestiques furent allégées à mesure que son état devenait évident. Visites de son mari dans sa chambre diminuèrent considérablement. Il ne voulait prendre aucun risque d'endommager l'héritier qu'elle portait peut-être. Ce répit était une bénédiction. Pour la première fois depuis sa nuit de noces, Valeria connaissait de longues périodes sans avoir à jouer cette disponibilité que le mariage exigeait d'elle. Elle pouvait dormir des nuits entières sans se demander si sa porte s'ouvrirait. Elle pouvait se réveiller matin sans redouter ce que la soirée lui réserverait. Elle utilisa ce temps pour consolider sa position. Elle approfondit ses liens avec les esclaves de la maison, s'informant de leurs soucis et y remédiant quand elle le pouvait. Elle renforça son alliance avec Tertia, qui était devenue une sorte de mentor pour elle. Elle établit des contacts avec d'autres femmes mariées des Pleux, domaines voisins, commençant à tisser ce réseau de soutien mutuel que les femmes romaines entretenaient à l'insu de leurs époux. Et elle se prépara à accoucher. Les femmes plus âgées de son réseau partageaient les connaissances qu'elles possédaient. À quoi s'attendre, ce qui pouvait mal tourner, quelle stratégie pouvait aider. Elles racontaient les naissances auxquelles elles avaient assisté, celles auxquelles elles avaient survécu, et celles qui s'étaient terminées en tragédie. Elles ne cachaient pas le danger, mais ne le laissaient pas non plus devenir paralysant. « Tu y feras face le moment venu », lui dit une femme. « Il n'y a aucun moyen de s'y préparer complètement. Ne peut que te préparer du mieux possible et croire que ton corps fera ce qu'il doit faire. Et si mon corps n'en est pas capable? Alors tu mourras, et quelqu'un d'autre élèvera ton enfant. C'est la vérité, que personne ne veut prononcer. Mais c'est la vérité, chaque mère y fait face. Chaque mère survit à cette confrontation, ou ne survit pas à l'enfantement. La voix de la femme n'était pas cruelle, elle était simplement honnête. Mais la plupart des mères survivent. Le danger est réel, certes, mais la survie est plus fréquente que le danger. Souviens-toi de cela. Valeria s'en souvint lorsque le travail commença, au 7e mois. Plus tôt que prévu, elle s'en souvint. L'accouchement fut terriblement difficile. 23 heures de travail, des complications que la sage-femme dut gérer avec des compétences transmises de génération en génération. Il y eut des moments où Valeria fut certaine qu'elle allait mourir. Quand la douleur semblait impossible à supporter, quand elle comprit dans sa chair pourquoi tant de femmes ne revenaient jamais du voyage qu'elle entreprenait. Mais elle revint. Elle survécut. Et quand ce fut terminé, quand le sang, les hurlements et la terreur eurent enfin cessé, elle tenait dans ses bras un enfant vivant, un fils en parfaite santé, hurlant et parfait. Elle avait réussi. Elle avait fourni ce que le mariage romain exigeait d'elle. Elle avait produit un héritier pour Gaius Civilius Capio, un garçon qui porterait le nom de son père et hériterait de ses biens. Sa position était métamorphosée. Son mari lui rendit visite dans sa chambre de convalescence, la première fois qu'il venait à elle en dehors de la chambre à coucher depuis leur mariage. Il regarda l'enfant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. De la satisfaction, de la fierté, et quelque chose qui aurait presque pu être de la gratitude. « Tu as bien travaillé, dit-il. Cela change les choses. » Les change comment? « Tu es désormais la mère de mon héritier. Ton confort et ton bien-être sont devenus des questions d'importance. Ta position dans cette maison est assurée. » Il marqua une pause. « Je ne suis pas ingrat. Tu verras que je sais récompenser la compétence et le succès. Elle fait preuve des deux. » Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la chaleur. Mais c'était une forme de reconnaissance, l'aveu qu'elle avait une valeur au-delà de la disponibilité de son corps, qu'elle avait accompli quelque chose qui comptait vraiment. C'était le début d'un mariage différent. Pas un partenariat,
Les mariages romains n'étaient jamais des partenariats, mais un arrangement dans lequel Valeria détenait un pouvoir qu'elle n'avait pas auparavant, une influence qu'elle ne possédait pas, et une sécurité qui semblait impossible lors de sa nuit de noces. Elle avait survécu, elle avait réussi, et maintenant, elle allait apprendre ce qu'elle pouvait. Bâtir sur ses nouvelles fondations. Les années qui suivirent ne furent pas heureuses. Le bonheur n'était pas une option dans un mariage romain. Sa tante le lui avait dit, et l'expérience le lui confirma. Mais elles furent supportables. Elles furent même parfois satisfaisantes, de la manière dont la compétence, l'influence et la sécurité peuvent l'être. Valeria donna naissance à 3 autres enfants, 2 autres fils, puis une fille. Chaque grossesse portait en elle le spectre de la mort. Mais chaque naissance fut une victoire sur ce spectre. Sa position de mère de plusieurs héritiers devint inattaquable. Les visites de son mari dans sa chambre se poursuivirent, mais se firent plus rares au fil des années. L'âge diminuait son appétit. D'autres intérêts occupaient son attention, et Valeria avait si bien appris à le gérer qu'il remarqua à peine à quel point elle avait pris le contrôle de la maisonnée. Elle entretint le réseau de femmes qu'elle avait commencé à tisser lors de sa première grossesse. Elle aidait d'autres jeunes mariés à se préparer pour leur terrible nuit de noces. Elle soutenait les épouses, dont les maris étaient particulièrement violents. Elle se servait de sa position pour offrir de maigres protections aux femmes qui n'en avaient absolument aucune. C'était le combat des femmes romaines. C'était leur seule façon de survivre à un système impitoyable, qui ne leur accordait aucun droit, aucune protection, aucun recours. Elle créait des réseaux, elle transmettait leur savoir, elle s'entraidait pour endurer. Lorsque son mari mourut, 22 ans après leur union, ses noces. Ce n'est qu'à l'âge de 41 ans que Valeria fit une découverte stupéfiante. Le soulagement. Le fardeau écrasant qu'elle portait depuis sa nuit de noces. Le poids insupportable d'appartenir à un autre, de voir son corps, assujetti à la volonté d'une autre personne, s'est soudainement envolé. Elle était désormais veuve. Ses fils étaient devenus des hommes. Sa propriété lui appartenait en propre. Pour la première fois depuis ses 19 ans, elle était enfin libre. Elle ne s'est pas remariée. Elle avait suffisamment connu les affres du mariage pour savoir que la liberté est un trésor, que l'autonomie valait bien plus que la sécurité illusoire qu'un second mari aurait pu lui offrir. Elle consacra le reste de sa vie à ce qu'elle avait commencé durant son mariage, aider les autres femmes, enseigner aux jeunes épouses des stratégies de survie, soutenir les femmes en détresse, utilisant ses propres ressources pour créer des sanctuaires au sein d'un système conçu pour anéantir le pouvoir des femmes. Tel fut son héritage. Ni monument, ni exploit politique, ses honneurs étant réservés aux hommes, mais un héritage bien plus discret et durable. Les femmes qu'elle a secourues, le savoir qu'elle a transmis, le réseau de solidarité qu'elle a renforcé, c'était quelque chose. Dans un monde qui ne donnait aux femmes presque rien, c'était une véritable fortune. Ce que vous avez appris. Ce soir, c'est la réalité brutale qui se cache derrière le mariage romain. Le mariage romain n'était en rien une célébration de l'amour ou d'un partenariat. C'était un transfert de propriété, une cérémonie qui déplaçait la possession du corps d'une femme, des mains de son père à celles de son mari. La nuit de noces n'avait rien d'un commencement romantique. C'était le premier exercice de ce droit de propriété, l'instant où un époux démontrait son pouvoir sur une épouse qui n'avait aucune possibilité de le refuser. Les mariages qui s'ensuivaient n'étaient pas des unions entre égaux. C'étaient des institutions de contrôle absolu où les épouses n'avaient aucune autorité légale sur leur propre corps. Aucun recours possible lorsque les maris se montraient cruels. Aucune échappatoire à des arrangements que tout observateur moderne qualifierait de sévices systématiques. C'était la nuit que les promises romaines redoutaient, par-dessus tout. C'était le rituel infâme que Rome s'est efforcée d'effacer de l'histoire. Mais les femmes qui l'ont subi ont trouvé des moyens de survivre. Elles ont bâti des réseaux d'entraide. Elles se sont transmis un savoir précieux, génération en génération. Elles ont élaboré des stratégies pour gérer l'ingérable, pour endurer l'insupportable, pour préserver leur humanité au sein d'un système conçu pour la leur. Anéantir. Souvenez-vous de Valeria Quentina. Souvenez-vous de cette jeune mariée de 19 ans, debout dans la maison de son père, comptant les heures qui la séparaient du crépuscule. Rappelez-vous les conversations avec sa tante et sa mère, avertissements et les stratégies murmurées de femme à femme. Souvenez-vous de la nuit de noces, de l'examen, de la prise de possession, de la douleur, et enfin de la survie. Rappelez-vous les années qui ont suivi, les grossesses, les dangers, les enfants et les calculs. La lente et patiente acquisition d'influence au cœur de l'impuissance.
Souvenez-vous de la veuve qui a enfin goûté à la liberté à 41 ans et a passé le reste de sa vie à aider d'autres femmes à survivre. Et n'oubliez pas que le cas de Valiria n'avait rien d'exceptionnel. Elle était une femme ordinaire, une épouse romaine ordinaire, vivant ce que des millions d'épouses romaines ont vécu. Son histoire est leur histoire, sa survie et leur survie. Et rappelez-vous encore une chose, car c'est peut-être l'élément le plus crucial de ce que je vous ai révélé ce soir. Le système matrimonial romain ne s'est pas éteint avec la chute de Rome. Le principe juridique, selon lequel un mari était propriétaire du corps de sa femme, a persisté dans le droit occidental pendant des siècles. Le concept qu'une épouse ne pouvait refuser son mari est resté ancré dans les codes juridiques à travers l'Europe et ses colonies. Le rituel de la nuit de noces, sous diverses formes, a continué d'être une épreuve que les femmes affrontaient sans aucun recours. En Angleterre, la doctrine légale stipulant qu'un mari ne pouvait violer son épouse, car le consentement d'une femme était considéré comme définitivement acquis au mariage, est restée loi jusqu'en 1991. 1991, une date qui résonne dans notre mémoire collective, du vivant même des personnes qui regardent cette vidéo. La nuit de noces romaine, ce rituel de possession, l'absence totale de consentement, le traitement du corps des femmes comme une propriété à utiliser, tout cela n'appartient pas à une histoire ancienne. Ses conséquences ont façonné les lois et les coutumes pendant 2000 ans. Ces échos continuent de modeler les mentalités et les préjugés aujourd'hui. C'est pourquoi cette histoire est si importante, non pas comme un artefact d'une civilisation morte, mais comme le fondement de schémas perdurent, les progrès qui ont été accomplis. La reconnaissance que les épouses sont des personnes et non des biens, que le consentement est essentiel au sein du mariage, que les femmes ont des droits sur leur propre corps. Tout cela est récent, c'est incomplet, et c'est constamment menacé. Souvenez-vous de ce que les mariées romaines ont affronté. Souvenez-vous que leur calvaire n'a pas disparu avec la chute de Rome. Souvenez-vous que la vigilance est nécessaire pour empêcher son retour. Abonnez-vous si vous désirez que d'autres histoires cachées soient révélées. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Partagez cette vidéo avec quiconque a une vision romancée du mariage romain, ou considère l'expérience des femmes de l'Antiquité comme sans pertinence pour notre présent. La nuit de noces romaine était la nuit que les épouses craignaient le plus. Le rituel du mariage romain. Est-ce que Rome a désespérément tenté de dissimuler à l'histoire? Maintenant, vous savez ce qu'ils ont caché. Maintenant, vous comprenez pourquoi ils l'ont dissimulé. N'oubliez jamais.